Regardez Vladimir Poutine à l'exposition militaire qu'il a mise en scène, Tout pour la victoire, c'est le titre qu'il se donne et c'est là qu'il parle avec encore plus, qu'un ton encore plus nettement menaçant à l'Europe sur le fait, dit-il, que l'Europe, à mesure qu'elle s'arme, rencontrera davantage de résistance et d'agressivité de la part de la Russie. Plus les Occidentaux poursuivront la politique qu'ils mènent à l'égard de la Russie, pire ce sera pour eux. Expliquez-nous ce qui se passe en Russie. On comprend bien que Donald Trump, en quelque sorte, a tendu la main à Poutine, lui a offert beaucoup de chance et au lieu de cela, les Russes sont en train d'être encore plus menaçants. Pourquoi ? Ils sont pas. Il n'y a pas de lien de cause à effet. C'est-à-dire qu'ils sont avec Trump. Ils continuent sur leur voie. Il y a une militarisation de la société. Ils augmentent leur force. Ils continuent la guerre sans limite de temps. En fait, c'est un peu ça. Ils considèrent que ils ont non seulement ils ont de la profondeur stratégique de l'espace, mais ils ont le temps. Et donc ils sont dans une stratégie de longue durée, de pression permanente sur l'Ukraine par le ciel, par le sol, et jusqu'à ce qu'ils obtiennent des effets stratégiques. C'est contre-intuitif. On va entendre tout au long de l'émission ce qui est en train de se passer ce soir. Les Ukrainiens le disent, Rutte le disent, beaucoup d'autorités le disent, notamment au nord de l'Europe et dans les pays du centre de l'Europe. Il y a une volonté russe d'aller plus loin. Il y a une volonté russe d'aller jusqu'au bout et d'accomplir les objectifs qu'ils se sont fixés et qui réaffirment régulièrement, quasiment comme c'est quasiment du copier-coller à chaque fois qu'il y a une déclaration d'un officiel russe. Il n'y a pas de surprise en réalité dans tout cela. Ce qui a changé, c'est l'attitude des Occidentaux et notamment des Américains. Et puis ce qui a changé aussi, c'est le rapport entre ce qui se passe en Ukraine et nos capacités industrielles, nos capacités de mobilisation, et puis ce qui se passe ailleurs dans le monde, et notamment au Moyen-Orient et en Asie, qui a fait basculer les Américains qui considèrent que l'Ukraine n'est plus un intérêt vital ou stratégique pour eux aujourd'hui. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Poutine dit la même chose depuis 2022. Il le dit différemment, mais il dit la même chose même avant qu'il envahisse l'Ukraine. Il a dit que pour lui, les causes de toute l'instabilité dans le monde, c'était l'élargissement de l'OTAN et que l'OTAN devait se retirer à ses frontières de 1997. Il a dit avant d'envahir l'Ukraine. Chaque fois qu'il parle à un dirigeant occidental, il répète que la Russie voudra s'adresser aux causes, aux racines du conflit. Les racines du conflit, ce n'est pas l'Ukraine. Les racines du conflit, pour lui, c'est l'OTAN. Et il continue à le dire. Il répète aussi sans arrêt que la Russie n'a pas de frontières. Il a les gens qui travaillent avec lui, qui répètent tout un tas de menaces vis-à-vis de l'Occident. Poutine, il a un avantage, c'est qu'il dit ce qu'il va faire. Il l'annonce. Il se crée une rhétorique et il dit que nous nous armons et donc ce sera à nous de payer le prix de notre armement. Mais la raison pour laquelle les pays européens s'arment, c'est qu'ils voient ce qui est arrivé à l'Ukraine. Demandez aux Polonais, demandez aux Estoniens, aux Lettons, aux Lituaniens ce qu'ils pensent de leur proximité aujourd'hui à la Russie. Oui, on a l'impression que c'est presque vital pour le régime poutinien l'asservissement de l'Ukraine, la victoire militaire de l'armée russe sur l'Ukraine. Au départ, il a fait un coup de poker. Envoyé 150 000 hommes, tout le monde croyait que ça allait marcher, qu'il avait misé gros sur le tapis, mais qu'il allait ramasser une bonne somme, et ça n'a pas marché. À la stupéfaction des Russes et de tous les alliés de l'Ukraine, y compris les Américains qui avaient proposé un taxi vers l'Occident à Zelensky. Et on a l'impression qu'il n'est pas capable de prendre sa paume et que c'est même vital pour lui, qu'il se sentirait humilié. Peut-être que le régime lui-même serait en danger s'il n'arrivait pas à vaincre l'Ukraine. C'est pour ça qu'il fait cette guerre de plus en plus dure. Il y avait un remarquable reportage hier dans le New York Times, très long reportage militaire de Chivers sur la guerre des drones, à la fois les gens qui les subissaient, les gens qui les construisaient. Et on va en parler dans un instant, Xavier Titelman, avec beaucoup de nouveautés, vous avez raison de l'amener. Beaucoup de nouveautés, un extraordinaire retard. Et donc on voit une sorte d'obsession, de continuer la guerre, alors
Et ça, c'est là que c'est incompréhensible, que l'économie, que ses relations, que sa chance lui commandait d'accepter l'offre américaine qui lui proposait la levée des sanctions et des relations parfaitement normalisées entre Washington et Moscou. Cette logique nationaliste, écoutez-le, qui redit à quel point dans son optique, dès qu'un soldat russe a mis la botte quelque part, ça doit rester une terre russe. Il y a une certaine logique dans les opérations de combat et les troupes se retrouvent dans différents territoires. Mais vous savez, nous avons ce vieux dicton qui n'est ni un proverbe ni une parabole, mais une vieille règle. Partout où un soldat russe pose le pied, c'est à nous. C'est une citation de Nicolas Ier, qui effectivement est un tsar extrêmement conservateur, à la différence de celui qui allait lui succéder, Alexandre II, et qui va en fait provoquer des catastrophiques, par son expansionnisme, une catastrophique guerre pour la Russie, qui est la guerre de Crimée, que la Russie perdra contre l'Angleterre et la France unies. Oui, si vous voulez, là encore, il faut comprendre quelle est la volonté de Poutine et quelles sont ses capacités. Parce qu'aujourd'hui, la Russie s'arme, la Russie dépense beaucoup d'argent pour s'armer, et les pays limitrophes de la Russie ont raison d'avoir peur. Les pays limitrophes de la Russie sont nos alliés, donc nous devrions avoir peur aussi. Mais la grande question que tout le monde se pose, c'est jusqu'où pourra-t-il vraiment aller ? Est-ce qu'on va voir des chars russes qui vont déverser... Alors, les pays baltes, ils ont très peu de profondeur stratégique, donc ça, c'est un peu plus problématique. Mais des chars russes déversés à Varsovie, même à Paris, non. Mais le danger, c'est qu'ils mettent un petit doigt de pied dans un pays de l'OTAN. Et si l'OTAN ne réagit pas, là, on risque de voir l'effondrement de l'Alliance. Le pari sur le nombre. Regardez, la Russie a déployé 50 000 soldats dans la zone autour de la ville de Soumy. Ces forces étant environ 3 fois plus nombreuses que les défenseurs ukrainiens. C'est le Wall Street Journal qui le rapporte en citant les soldats combattant sur le terrain. Cette proportion de 3 contre 1. Syrski, le patron de l'armée ukrainienne, qui dit « La principale stratégie de l'armée russe est de nous épuiser par le nombre. Elle teste les défenses ukrainiennes en divers points du front, concentrant ensuite la pression là où elle détecte des faiblesses. » Oui, alors c'est l'habitude des Russes d'essayer de mettre 3 fois plus, mais néanmoins, malgré ce rapport de force qui leur est très favorable dans les zones où ils font des offensives, on voit très bien qu'autour de Soumy, leur offensive a calé. Les Russes ont réellement continué, ils souhaitaient continuer après avoir repris la zone de Koursk, et ils n'ont pas réussi. Donc la réalité, c'est qu'ils testent effectivement le terrain. En moyenne, tous les jours, il y a une tentative d'assaut tous les 5 km sur 1000 km de front. Tous les jours. Et donc logiquement, s'il y a un endroit dans lequel ils sentent que leurs hommes ne se font pas tuer et qu'ils ont réussi à avancer de 100 mètres, là ils vont essayer de mettre énormément de moyens derrière. Et c'est pour ça que la guerre des drones qu'on évoquait à l'instant est fondamentale, c'est qu'elle permet de voir et d'anticiper les futurs assauts. Et c'est ça qui est central aujourd'hui, c'est le renseignement en altitude. Et on voit ici d'ailleurs des drones qui sont en train de se faire abattre et de tirer. Ces drones d'observation dans les deux camps sont devenus le nerf de la guerre. Ils améliorent l'efficacité des offensives, ils permettent de mieux cibler avec l'artillerie et ils permettent de tirer les drones kamikazes ensuite. Est-ce que le front bouge, oui ou non ? Oui, le front bouge. Maintenant, il bouge peu, précisément à cause de cette question des drones, parce qu'en fait, l'observation permanente a un effet de fixation sur l'ensemble du champ de bataille, ce qui fait que chacun des belligérants essaye de prendre des gains là où il trouve effectivement des failles locales, mais il n'y a pas de possibilité de réellement concentrer des moyens pour mener une offensive de grand style. Pourquoi ? Parce que ces moyens sont quasi instantanément, en tout cas très rapidement détectés, et une fois qu'ils sont détectés, ils sont frappés, y compris très au-delà de la ligne des contacts. Donc ça rend en fait toutes ces concentrations qui ont permis les grandes offensives de la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, impossibles dans le contexte actuel de la guerre en Ukraine. Donc les Russes ont une stratégie de pression en étalant la pression sur le front pour distendre finalement l'armée ukrainienne et en espérant que ça craque quelque part. Et dès qu'ils voient que ça craque quelque part, effectivement, là, ils progressent. Mais quels sont les espoirs caressés par les Russes ? Parce qu'ils perdent beaucoup d'hommes. On dit 1000 hommes au total, blessés ou tués par jour. Bon, personne ne sait très exactement, mais que ce soit 500 ou 600 ou 700 ou 1000, ça ne change pas grand-chose en réalité. C'est-à-dire que c'est quand même des pertes considérables pour un gain qui semble très faible. Oui, en moyenne, ils font la conquête d'un 10e de département français par mois. En termes offensifs, c'est l'offensive la plus lente de l'histoire. Pourquoi ? Alors la méthode, on l'a évoqué, c'est la méthode de la pression permanente. On pourrait appeler ça aussi la méthode du torrent, à part que c'est plutôt de la marée plutôt qu'un torrent. Mais
Donc cette idée qu'on attaque absolument partout, et surtout là où c'est faible, et on avance partout où on peut avancer, petit à petit. Là, vous savez, cette guerre de position, les armées, il doit y avoir 9 armées russes dans le Donbass, elles sont là depuis 2 ans. C'est-à-dire que la deuxième armée qui est du côté de Pokrovsk russe, elle est là depuis quasiment 2 ans, et depuis 2 ans, elle envoie ses bataillons devant, qui font des rotations, qui tournent, et qui envoient leurs compagnies, puis leurs sections, et puis des petits groupes qui avancent sous des kilomètres de drones dans le ciel, et qui essaient de progresser autant qu'elles peuvent. Et puis quand elles avancent de quelques centaines de mètres, c'est considéré comme une victoire. Elles ont perdu peut-être un tiers de leurs effectifs. Elles sont relevées, une autre section arrive, elle fait exactement la même chose, et ainsi de suite. On relève le bataillon, un autre bataillon qui arrive, et ainsi de suite en permanence. Alors au niveau stratégique, c'est un peu le niveau zéro, hein, c'est de la pure stratégie de pression et d'usure, mais il faut reconnaître au moins aux Russes, d'avoir réussi à créer une infanterie assez nombreuse, qui est relativement compétente. C'était pas le cas au début de la guerre, et surtout qui est résistante, quoi. C'est-à-dire que voilà, ils jouent sur une qualité de résistance. Encore une fois, hein, tactiquement, il y a pas, c'est pas extraordinaire. Au niveau opérationnel, plutôt, c'est pas extraordinaire. Il n'y a pas de grande manœuvre. Combien de temps pour former un soldat? Un soldat russe, c'est combien de temps qu'il a de formation? Je ne sais pas comment ils forment. Le soldat ukrainien est formé en 3 mois, plus une période d'accoutumance maintenant au front. Et le critère occidental, c'est quoi? En Seconde Guerre mondiale, on considérait qu'il fallait 20 semaines pour avoir un soldat acceptable. Donc il fallait compter 4 à 5 mois pour avoir un soldat susceptible. En soldat, on demande 2 choses. Hein. On lui demande des compétences tactiques, comme n'importe quel métier, une compétence technique, et on lui demande une résistance particulière à la pression du front. Et là, le fait est que les Russes ont créé cette infanterie qui fait ça, qui réussissent à la maintenir malgré les pertes. C'est ça peut-être la vraie performance. Mais dans les armées qu'on connaît en termes de comparaison, quelles sont les armées qui tiendraient ce choc? Alors l'armée israélienne, visiblement, il y a l'armée ukrainienne. Pas avec le même niveau de perte. L'armée ukrainienne, en fait, c'est quasiment le seul comparatif qu'on puisse faire aujourd'hui. Oui. En termes de résistance, en termes de résistance, en termes d'endurance, les 2 seules armées aujourd'hui qui sont capables d'endurer cette guerre, ce sont les 2 armées qui se battent effectivement sur le front. C'est très important. On a affaire à une très grande guerre. On a de la peine. Ça paraît évident aujourd'hui, mais trop peu évident en réalité. C'est un front immense de plus de 1000 km. C'est des pertes immenses. Oui. Et c'est un effort de guerre immense qui n'a pas beaucoup de précédents en Europe. C'est un effort comparable. Au niveau, les taux de pertes dans les unités sont comparables à ceux de la Première Guerre mondiale. Ouais. Le front est comparable à celui de la Première Guerre mondiale en France, en longueur, j'entends. Mais il y a à peu près 10 fois moins d'unités de combat que pendant la Première Guerre mondiale sur cette ligne de front. Et quand on regarde les pertes, effectivement, vous apercevez que ce sont on est sur les taux de perte des guerres mondiales. Donc c'est un niveau qu'on n'imaginait pas en réalité acceptable pour une société moderne. Est-ce que les Ukrainiens ont de la réserve? Quand on regarde, il y a 650 000 Ukrainiens en âge de combattre qui sont en ce moment hors d'Ukraine. Si les Européens les armaient, est-ce qu'ils sont prêts à rentrer en Ukraine se battre? Les Européens seraient prêts à les armer. L'Ukraine, pour le moment, ne manque pas vraiment d'armes. L'Ukraine en produit beaucoup des armes déjà, pour commencer. Mais le problème, c'est comment convaincre ces jeunes générations qui ne croient plus à la guerre de rentrer. Ils ont des travaux, ils travaillent en Pologne, un peu partout, et ça, c'est très difficile. Mais je crois que Vladimir Poutine, je crois que les généraux lui mentent. En 2022, c'était les services secrets qui lui avaient menti, qui lui avaient dit « Tu verras, tu attaques, mais là, l'armée russe sera reçue avec des fleurs et des applaudissements, et tout ira bien, et on pourra dégager ce régime nazi, entre guillemets, de l'Ukraine. » Ça ne s'est pas passé comme ça, les services secrets avaient menti à Poutine. Et aujourd'hui, je crois que ce sont les généraux qui mentent à Poutine en lui disant « Il faut tenir, il faut continuer, il ne faut pas accepter l'offre pourtant très généreuse des Américains, parce que le front des Ukrainiens va céder, un peu comme les Allemands ont cédé en août 1918 sur le front français. Donc il suffit d'attendre quelques mois et nous allons avoir la victoire totale, tandis que si tu acceptes le cessez-le-feu proposé par les Américains, toi, Vladimir Poutine, tu n'auras pas de victoire totale. Alors, moi, néanmoins, un petit bémol sur la dimension manque de matériel. Alors là c'est des expériences personnelles. Quand j'étais à Jytomyr il y a 4 mois, j'ai eu des gens qui m'ont dit « Moi, j'ai fini ma formation d'artillerie depuis 6 mois, et puis je fais un renouvellement tous les mois, 2 jours tous les mois. » Le mec était boulanger, et j'attends de pouvoir aller me battre. On ne reçoit pas les pièces d'artillerie. À Pokrovsk, il y a 6 mois, ils étaient servants de char, formés, équipés,
enfin pardon, pas équipés justement. Ils attendaient pour faire des rotations. Du coup, c'était très cool parce que du coup, ils avaient 20 jours de repos tous les 10 jours de front. Et en fait, il y a énormément d'hommes qui ont fini leur formation sur des spécialités très techniques, y compris sur de la défense aérienne, et ils ont simplement pas le matériel qui arrive sur le terrain. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que du coup, ils osent pas s'engager, même sur ces spécialités techniques, parce qu'au bout d'un moment, on leur dit bon bah tu vas aller dans une tranchée. Et la tranchée, ça fait pas rêver. Et le manque de matériel fait qu'il y a moins de volontaires. Et fait que des gars qui étaient aptes à protéger les copains qui sont dans la tranchée, ils se retrouvent eux-mêmes dans la tranchée. Et s'ils étaient correctement équipés... Il y a un peu une spirale infernale. Exactement. Et s'ils étaient mieux équipés sur la longue distance, les drones, etc., ils auraient moins de pertes dans les tranchées et ce serait moins difficile et il y aurait moins besoin d'avoir des gens qui les occupent.